Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Hello, bienvenue dans cette nouvelle émission de Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Cette émission, vous savez, où on va montrer que le 9e art ne s'adresse pas qu'aux enfants, de par les thèmes qui sont abordés dans certains titres, mais aussi par les émotions qu'elle peut procurer. Et avec mon invité, nous allons vous montrer qu'effectivement, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Et mon invité aujourd'hui, eh bien, c'est James de James FA Universe. Salut à Bonsoir tous. James. Et salut, Comment ça va? Julien. Ça va très bien, ça va très bien. Alors je suis très curieux d'avoir ton parcours de lecteur, on va faire un petit peu plus tard, parce que je me demande bien justement par où t'es passé, parce que Ça a beaucoup évolué, il y a beaucoup de... très particulière, des fois de super niche, donc ça m'intéresse d'avoir ton parcours, mais avant, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux présenter un petit peu qui tu es et le James FA Universe, qui est quand même très touffu, très fourni. Alors, moi, je fais du podcast depuis 2008, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai commencé il y a très très longtemps. Ah ouais, quasiment 16 ans. Ouais. J'ai commencé avec un podcast sur Lost, qui n'est plus en ligne, malheureusement. Ah. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Faye, parce qu'elle avait ce podcast. Moi, j'étais auditeur du podcast. Et du coup, on échangeait autour de la série, parce qu'on est très fan de Lost. C'était au moment où la série sortait. Et du coup, j'ai rejoint l'équipe comme ça. Et je suis tombé amoureux comme ça. Ça fait maintenant bientôt 13 ans que je suis avec elle. On a fait Lost jusqu'au bout. Et à la fin quand on a fini Lost Gang, oui, ça s'appelait Lost Gang, on a eu envie de refaire du podcast. On a tenté plusieurs formules. Et au bout d'un moment, moi j'ai voulu tenter la radio parce que je suis quelqu'un qui est très très fan de radio. Ma mère écoute la radio tout le temps. Et j'ai grandi avec ce médium-là. Et j'ai toujours eu envie de faire de la radio. Et je suis allé voir une radio associative en leur proposant un pilote où j'ai commencé à faire une Comedy Discovery. Sur cette radio-là, on a fait 5 ans, je crois, avec Radio Campus. Et quand même. 5 ans, c'est pas mal quand même. Ouais, je crois 5 ans, ouais, je sais plus. Ça fait 9 ans que je fais Comedy Discovery. C'était super bien la radio, mais on avait des cadres très un peu limitants. Et comme moi, j'avais déjà fait du podcast et j'écoutais beaucoup de podcasts. J'écoutais Comedy Blog, j'écoutais l'apéro du Capitaine, et c'est des podcasts très très longs où moi ça me donnait un peu envie et à chaque saison j'étais là, je peux pas avoir une heure en plus parce que j'avais qu'une heure et avec des pauses musicales. Je trouve ça un peu, parce que c'était un peu limitant de faire les news, de faire une review en une heure, c'était un peu limitant. Et du coup on est parti en podcast pour pouvoir faire ce qu'on voulait. On est parti tout seul pour justement exploser ses limites, ses contraintes. Voilà. Et peut-être aussi parler de plus de choses, du coup. Ouais, mais entre-temps, on a lancé Geek en série, qui a commencé aussi en radio, qui a été pensé directement en podcast Geek en série. Parce qu'on avait une heure qui passait en radio où il n'y avait pas de spoil, et puis après, on se lâchait, le format était plus long. Donc, Geek en série, qui est géré par Faye. Là où on parle de séries, c'était mensuel au début, puis après c'est parti. Le format est un peu, on s'adapte à comment on arrive à tourner les trucs. Ouais. Tout ça prend du temps. Parce qu'effectivement, tu disais, ça prend du temps, ouais. Parce que même une heure de radio, c'est pas une heure effective. Il y a plus tout ce qu'il y a autour, etc. Alors sur des podcasts ce qui était pratique en radio, c'est que au niveau technique, t'as rien à faire. T'arrives, on se posait à la table et on avait un ingé son qui s'occupait de d'accord. faire. Après, il fallait les sortir en podcast. C'était un autre truc. Mais il n'y avait pas de technique à gérer. Là, on a un peu de technique quand même à gérer.
Donc on a fait Geek en série. On a rencontré les gens d'un podcast qui s'appelle Les Pieds dans la Gueule, qui n'existe plus malheureusement, mais qui nous ont rejoints pour faire. On a supprimé les rushs. C'est comme ça qu'on a un peu multiplié. On a supprimé les rushs, c'est notre émission sur le cinéma. Au fil des rencontres, bon, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir plein de projets, multiplier les projets. Et du coup, Comics Discovery, c'est devenu BD Discovery avec une autre équipe. Là, on fait une émission par trimestre, on parle d'une BD. Il y a Manga Haken aussi, donc le pendant manga. Et voilà, on fait un peu tout, on parle d'un peu tout ce qu'on aime autour de la pop culture en podcast et en vidéo, voilà, simplement. D'accord. Et après, du coup, je sais que ça soit peut-être sur BD Discovery ou sur Manga Haken, vous êtes aussi plus dans cette thématique de regrouper les personnes pour parler plutôt que d'être à distance, il me semble aussi. Ouais, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on avait au début dans Comics Discovery, et je trouve que, je sais pas si tu as déjà fait un podcast en réel. Non. Non. Et ben en fait, Comics Discovery, on a commencé aussi au Covid, où on est passé en distanciel. Et en plus, on avait des problèmes de lieu, c'était un peu galère au niveau du lieu, donc on a commencé à le faire en distanciel. Et en plus, on le faisait en live. Mais moi, je trouve vraiment que c'est un plaisir que j'ai de faire BD Discovery et Manga Haken, c'est de se retrouver en popote autour d'une table. C'est très cool de le faire en distanciel, mais il y a pas la même, il y a une ambiance qui est autre, et je trouve qu'à l'écoute, même en tant qu'auditeur, je trouve que ça se sent, que t'as une complicité et un tac au tac que t'as pas en vrai, comme quand t'es en distanciel, quoi. Je veux bien le croire, ouais. Mm-hmm. Ok, donc plein de projets, plein de choses, et plein d'équipes différentes, plein de podcasts en écoutés. en 9 ans, ça a un peu bougé. Parce que je l'ai pas dit, Comics Discovery, c'est hebdomadaire, donc Tous les mardis. Trouver des gens tous les mardis, ouais. Trouver des gens disponibles tous les mardis pour venir discuter. Moi, vraiment, ce que je voulais à la base, pour être sincère avec vous, je vais être sincère avec vous depuis le début, j'avais envie de refaire Comics Blog. Parce que moi, la grande époque de Comics Blog enfin la grande époque, entre guillemets, je sais pas si t'écoutais Comics Blog, quand il y avait Sullivan et quand il y avait Manu, tout ça. Moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire du podcast. Et il y avait ce côté bande. Et ce côté, chaque semaine, tu retrouves un peu ta bande de potes que tu écoutes au fur et à mesure, et avec qui t'as un petit lien. Moi, je sais que la première fois que j'ai vu Sullivan, ça m'a fait bizarre parce que je l'ai écouté pendant très longtemps. J'avais l'impression de le connaître un peu, et j'avais envie de refaire ça un peu avec Discovery. Avoir des gens qui sont prêts à revenir chaque semaine, c'est compliqué. Donc on a un peu tourné. Mais là, je suis très content de la nouvelle équipe. On a pris un autre tournant, et il y a des nouvelles voix qui vont arriver bientôt. Vous allez voir, ça va être très cool. Et je suis très fier de me dire que je pense qu'on est un des seuls podcasts qui parle de BD. Bon, peut-être en manga, il doit y en avoir, mais en tout cas, en franco-belge et en comics, on est majoritairement féminin. Parce qu'il y a beaucoup de filles dans mon équipe. Et je trouve ça cool de pouvoir donner la parole aux filles, parce que malheureusement, on va pas se mentir, la parole autour du comics et autour de la BD, c'est beaucoup des vieux quarantenaires. En BD, j'ai l'impression que c'est quand même, il y a quand même beaucoup plus en tout cas au niveau des auteurs, il y a beaucoup plus d'autrices. Ouais. Au comics, en tout cas le comics qui arrive en France, c'est aussi autre chose, parce que du coup le comics aux États-Unis c'est autre chose, mais le comics en France, effectivement, c'est plutôt très masculin. Je suis assez d'accord. Les gens qui en parlent en autrice, c'est vrai qu'en même il y a beaucoup d'autrices chez les comics. Il y a des filles qui sont super talentueuses. Je pense à Bilkis Evely, qui est une petite artiste qui est en train de monter, que moi je trouve, moi je suis amoureux de son trait, je la trouve géniale. Tu vois, ça reste malheureusement comme une autrice qui a passé la frontière, qui est arrivée en France, qui est connue, qui commence à être connue, mais c'est pas la majorité. Toi, si je prends n'importe quel. Alors après, c'est vrai que sur les 2000-3000 sorties aux États-Unis, bon, il y a de la place pour tout le monde. En scénariste, c'est encore. Il y a, j'aurais du mal avec Kelly Subic des comics. Kelly Thompson. Ouais. Celle qui a fait Kamala Khan, je sais plus comment elle s'appelle. L'actrice? Non, l'auteur qui a créé Kamala Khan.
C'est une. J. Willow Wilson. Ouais, voilà. Ouais, qui est très très forte, elle. Ouais, c'est vrai qu'en scénariste, elles sont pas beaucoup. Mais ça évolue. Après, voilà. Mais c'est vrai qu'en BD, moi, je trouve qu'il y a quand même plus de monde. En tout cas, c'est vrai que pour avoir, on le voit, moi, je l'ai vu dans mon émission, trouver des femmes qui viennent pour parler de comics, de BD, etc. J'en ai moins dans mon cercle. J'essaye, je tends à l'élargir à ce niveau-là, mais c'est pas si simple. C'est vrai que dans les gens qui en parlent, ouais, on est quand même c'est petite communauté. Très... Ouais, c'est pas très mixte. Et moi, je suis content de pouvoir me dire j'ai une équipe qui est mixte avec de la pluralité. Il y a des gens LGBT, il y a tout. Et c'est cool d'apporter cette parole-là autour de la BD parce que c'est intéressant d'avoir une pluralité dans le discours. Bien sûr. Et justement, en parlant de discours et de pluralité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais alors c'est quoi ton parcours de lecteur? C'est quoi le cheminement qui t'amène à aujourd'hui choisir tel ou tel titre? Par quoi tu as commencé et comment? Alors moi, j'ai toujours lu de la BD. J'ai toujours eu des BD entre les mains. J'ai des parents qui lisent beaucoup. Et j'ai une mère qui avait l'habitude... j'ai des potes bibliothécaires qui m'ont dit s'il vous plaît ne faites pas ça. Mais moi ma daronne quand elle allait faire ses courses, elle avait l'habitude de me poser à la bibliothèque. Elle allait faire ses courses et nous on était tout seuls à la bibliothèque et on se démerdait. On allait lire un peu tout et n'importe quoi. Et moi j'étais toujours dans le rayon BD et effectivement il y a des trucs que j'ai qui me sont tombés entre les mains, qui auraient peut-être pas dû me tomber entre les mains à ce moment-là. Mais c'est comme ça que j'ai découvert Watchmen très très jeune. D'accord. Ouais, j'ai toujours adoré les bibliothèques et les médiathèques. Ma mère, elle nous y emmenait souvent. J'ai toujours adoré la BD. J'ai un père qui collectionne j'ai des parents qui sont très montagne, qui font beaucoup de ski de haute montagne. Et mon père, il collectionne les bouquins autour de la montagne et du ski de haute montagne. Et du coup, il fait un peu les bouquinistes dès qu'on voyage un peu. Il allait voir les bouquinistes. Et du coup, pour avoir un truc à faire avec lui, moi, je me suis mis à collectionner des Strange. Donc, j'achetais les vieux Strange que vous lisiez peut-être si vous êtes un peu plus vieux. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert les comics. D'accord. Et alors, du coup, j'ai une petite question, parce que effectivement, là, tu parles de Strange. Mais quand tu lisais à la médiathèque, tu lisais tout en fait, tu n'avais pas le distinguo non, entre... j'avais pas de distinguo entre... Parce que tu parles de Watchmen, mais du coup pour toi c'était de la BD, c'était pas... Ouais, tout était de la BD, et moi je tends à pousser vers ça, que dire, poussons les portes des frontières, parlons 9e art quoi, on s'en fout. Je suis assez d'accord. Au final c'est tout des bulles avec des cases. Donc c'est la même chose quoi. Il y a des genres différents. Je suis d'accord. Le genre je discutais avec comme les films, comme les films au final. Tu peux trouver des films de western, de science-fiction et des films français ou américains ou hongkongais. Mais ça reste des films. Moi quand je tombe sur des gens qui me disent moi j'aime pas le manga ou j'aime pas le comics, ça m'énerve systématiquement. Je devrais pas m'énerver, mais en fait, tu peux pas dire, c'est comme si tu disais, j'aime pas la cuisine asiatique. Mais enfin, excuse-moi, la cuisine asiatique, c'est tellement de trucs différents. Tu peux pas dire, t'as pas goûté toute la cuisine asiatique. Tu peux pas jeter tout un genre à la poubelle juste parce qu'elle a une origine spécifique, quoi. Donc, parce que t'as goûté un plat qui ne t'a pas plu. Ouais, voilà. Il y a tellement de diversité de toute façon. Et le comic, c'est pas juste les super-héros, c'est tellement plus de choses. C'est tellement varié, il y a tellement de trucs différents. Et le manga, c'est pareil, hein, il y a tellement de trucs différents en manga et en franco. Moi, j'avais, en commençant Comics Discovery, j'avais un peu cette idée un peu que le franco-belge, c'était un peu le truc vieillot avec des BD sur les avions ou sur la Première Guerre mondiale. Mais en fait, non, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sortent. Il faut pas, c'est du 9e art. Donc,
ne nous mettons pas de limites. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai dit en 2025, on continue Comics Discovery avec le nom Comics Discovery. Mais la première BD de 2025 de Comics Discovery, c'était pas une BD, c'était je l'ai à côté, je peux la montrer. On a commencé avec Sauvage, qui est une BD indé française. Ouais, bah ouais, t'as raison. De toute façon, après, je comprends les faits de garder le titre, parce que le titre est connu, et du coup, c'est vrai que repartir. 9 ans, donc maintenant. Ouais, c'est compliqué, mais de toute façon, vous avez toujours été dans la diversité. Tu l'as montré avec toutes les émissions que vous avez pu faire. Ça a toujours eu cette volonté d'élargir les horizons. Après, là, par rapport, avant que tu réenchaînes sur ta collection de Strange que tu faisais en suivant ton père chez Bouquiniste, juste une question. Quels sont du coup les titres? Tu as parlé de Watchmen tout à l'heure, mais des titres que tu as en médiathèque qui t'ont vraiment marqué à un moment donné. Tu t'es dit, ouais, ça, c'est. Là, il y a quelque chose. Ah, ouais. Là, tu as des. Parce que, comme tu étais devant tout le rayon, j'imagine que tu as dû faire des découvertes. Tu n'as pas dû lire que les Schtroumpfs et Black Jack. Osamu Tezuka qui m'a retourné. Je pense pas qu'on pouvait aborder ce genre de thème autour de la BD. Ça m'a vraiment. Il y a un avant, un après Black Jack. Watchmen, effectivement, je pense que je l'ai lu beaucoup trop tôt et j'ai pas compris les trois quarts de ce que voulait dire Alan Moore, mais de toute façon, c'est une BD que à chaque fois que tu la relis, tu y vois un nouveau truc. Donc, ouais, c'est clair. Et puis au niveau de la maturité de ton vécu, ce que tu lis un jour peut totalement changer le lendemain parce que tu as vécu d'autres choses. Je sais pas à quel âge tu as lu Watchmen, mais c'est vrai que. J'étais très jeune, hein. Franchement, j'avais 11-12 ans, un truc comme ça. J'étais vraiment pour l'animé, mais je les ai lus après un manga. Mais moi, Dragon Ball, ça a vraiment marqué mon enfance comme toute ma génération, je pense. Hein. Mais je pense que la première fois où Son Goku se transforme en super guerrier, c'est un des souvenirs les plus marquants de mon enfance. J'ai encore le souvenir très net du moment où c'est arrivé, quoi. Et de moi qui sautais sur mon canapé et ma mère qui hurlait mais arrête Et j'étais mais tu te comprends pas, je viens de voir un truc. Enfin, c'était tellement nouveau à l'époque. Enfin, on n'avait jamais vu de trucs aussi. Ouais, et puis à l'époque, on n'avait pas le reste du monde à portée de main. Donc quand il y avait un truc qui arrivait, on le savait pas que ça allait arriver. Ouais. Et puis le lendemain à la récré, on était tous fous de. C'était dingue. Ouais, Dragon Ball, ça a vraiment marqué mon enfance. Les Chevaliers du Zodiac aussi. Moi, je suis les générations Dorothée, hein, donc le manga m'a beaucoup fait. Après, en BD, je réfléchis. Il y a un truc que j'ai lu, mais je sais pas si c'est trop connu, mais je sais que je l'ai lu beaucoup trop jeune. C'est un truc qui s'appelle Charlie. Ça me dit quelque chose avec un enfant, c'est ça? Ouais, c'est un enfant qui trouve un vaisseau. Je sais plus si c'est un vaisseau, ça. Mais c'est un vaisseau qui bouge et qui commence à buter des gens. De jouet. Une espèce de jouet qui va contrôler et il va commencer à buter des gens. Et c'est super violent. Vraiment, c'est super violent. Ouais, je crois que il me semble, parce que je l'ai lu aussi, que c'est pas fini en plus. Il n'y a pas de fin. Ah ouais? Il n'y a pas de fin. Il me semble. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai le souvenir que effectivement c'était assez particulier. Cette histoire du robot, du jouet finalement qui est une arme, plus toute une histoire. Et ouais, je me souviens. Par contre, je me souviens plus du tout de l'auteur, mais je remettrai ça au montage. Mais ça c'est quelque chose que je comprends. J'ai lu très jeune et vraiment, j'aurais pas dû le lire. Vraiment, j'en ai fait des cauchemars. Je me souviens d'en avoir fait des cauchemars. J'ai eu beaucoup de chance. Mes parents, chaque année, on nous prenait un abonnement et j'étais abonné à Spirou. Et c'était trop bien d'être abonné. J'ai eu Spirou et j'ai eu l'Enfeust quand ça existait encore. Parce que RIP l'Enfeust Mag. Ça, malheureusement, à part Spirou, il y en a peu qui survivent. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais Spirou, c'était trop bien, vraiment. Et puis l'Enfeust aussi, c'était trop bien. D'avoir un truc de pré-publication comme ça, où tu découvrais plein de trucs différents. Et l'Enfeust m'a beaucoup marqué.
Et j'aimerais bien j'essaie de pousser mes amis de BD Discovery à faire un épisode sur l'Orpheus, mais ils sont pas beaucoup à vouloir parce que ça a pas super bien vieilli. Pour être sincère avec vous, l'Orpheus, c'est un peu sexiste. Ouais, la première série, ouais, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Mais moi aussi, c'est un bon souvenir, l'Enfeust. Moi, j'étais au lycée quand on me l'a prêté à l'époque, en seconde. Et c'est vrai que c'était vraiment pas mal, quoi. Moi, je garde un bon souvenir de la première. Après, les suites, je suis moins fan. Moi, je suis allé juste au début de l'Enfeust des Étoiles et je suis pas allé plus loin. À ce qui paraît, ils reviennent après sur Troy. Enfin, vraiment, ça. Tout à fait. Ça va très loin, mais je suis pas allé. Je me suis arrêté après l'Enfeust des Étoiles. J'ai essayé Odyssée, mais la magie n'y était plus. Troll de Troy, c'était bien aussi. Troll de Troy, ouais, c'était pas mal aussi. C'était super drôle. Troll de Troy. Ouais, mais le côté. Moi, j'étais ado et j'avais l'Enfeust Mag. Et effectivement, bon, il y avait beaucoup. Pour moi, l'ado boutonneux, c'était parfait. Et j'ai aussi été abonné à quand on pouvait s'abonner au kiosque Iron Man. Et du coup, j'ai découvert les Avengers de Georges Pérez comme ça. Vraiment, c'était une claque. Période Heroes Return, du coup, après Reborn, quand il avait repris à Kurt Busiek, ouais. Je vois très bien le mag. Je vois très bien le mag, ouais. Le premier numéro qui avait une wraparound avec tous les Avengers dessus. Ouais. Mais je savais pas qu'ils avaient fait en abonnement, ça je me souvenais plus. Ah si. Il y a une époque où on pouvait s'abonner à Iron Man. Et du coup, j'avais ça, ouais. Trop bien. Et puis du coup, moi j'ai été, comme tu disais, j'achetais l'Estrange et j'ai été, et j'ai lu le Daredevil Born Again, mais version Lug. C'est pas le même, c'est pas du tout le même que celui que je lisais maintenant. Hein. Je dois imaginer. Ça s'arrête en en disant oui bon bah on va arrêter hein, parce que ça part un peu trop. C'est ça. Pour pas de recevoir la célèbre volée de bois vert, on va arrêter là. Et puis. Mais tu m'étonnes. En plus c'était. Et puis je lisais c'est vrai que en fait Daredevil c'était super kitschoué hein. Avant oui, c'était il y avait des épisodes. Les vilains de je me souviens on a refait il y a pas longtemps Young Avengers dans l'émission et il y avait Mr. Hyde et Mr. Hyde en fait c'est un vilain moi j'en avais comme souvenir d'être un vilain mais vraiment nul à chier de Daredevil. Et puis le Iron Man aussi, mes vieilles époques, il ressemble plus à Tom Selleck que Robert Downey Jr. Non, ouais, les stars de l'époque. Les stars de l'époque. Mais ça m'a marqué. Moi, j'ai adoré tous ces Spider-Man aussi. C'était trop bien. Spider-Man, c'est toujours cool. Ouais. Mais du coup, 3 abonnements du coup qui couraient. Ben en fait, j'ai acheté l'Estrange, donc j'avais ces séries-là parce que j'en ai eu pas mal. J'ai fait la connerie. D'ailleurs, je suis vraiment. J'étais interne quand j'étais au lycée et j'avais amené toutes mes BD avec moi à l'internat. Et quand j'ai fini mon lycée, j'ai tout laissé et je les ai jamais récupérés. Et du coup, je crois que j'ai laissé toute ma collection d'Iron Man et de Strange là-bas. Et je crois qu'ils les ont jetés à la poubelle. Hein. Ah putain. Donc ouais. Parce que en fait, j'ai eu un gros moment où quand j'étais au collège, début du collège, où je lisais beaucoup, j'étais très autour de la BD. Puis quand je suis arrivé au lycée, malheureusement, je me suis plus tourné vers la musique. Et j'avais plus envie de sortir avec des filles plutôt que de dire des C'est ce que beaucoup de personnes m'ont dit. Effectivement, qu'à un moment donné où on arrête un peu tout ça et puis on passe à en fait, quand tu dis de la BD, tu as l'impression que ça a changé. Mais nous tous les deux, je pense qu'on a vécu une époque où le geek était vraiment mal vu quoi. Le geek n'était pas cool, ça je suis d'accord avec toi. Maintenant c'est cool. Moi je vois plein de gens qui vont parce que je fréquente beaucoup de librairies et on voit
on voit des gamins un peu cool kids qui se mettent à lire de la BD, qui lisent du manga. Mais moi, à mon époque, tu disais, je me souviens par exemple, je jouais au jeu Pokémon et il y a des gens qui se foutaient de ma gueule parce que je jouais à des jeux vidéo, quoi. Maintenant, ça se fait plus du tout, quoi. Maintenant, c'est plutôt le contraire. Si tu joues pas, et qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est plutôt l'inverse maintenant. L'inverse. Ouais. J'aurais préféré que ce soit l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai fondu dans la masse et j'ai arrêté de lire pendant un moment. J'ai essayé d'autres trucs et j'ai repris les comics grâce à Urban. D'accord. Au moment d'Urban Comics. En 2010. Ouais. 2012, pardon. Ouais. C'est le début de Comics Discovery. Après, ça a changé. Après, tout s'est réenclenché. T'as retrouvé tous tes vieux automatismes de lire plein de choses. Ouais, voilà. Ah, c'est intéressant. Et du coup... Après, j'ai un parcours. Le parcours de lecteur est un peu différent que beaucoup de gens parce que en fait, il faut arriver à trouver un titre par semaine et il faut arriver à le trouver pour plusieurs personnes. Moi, au départ, j'étais un peu comme vous tous, comme vous tous. Quand je pensais comics, je pensais très super-héros, quoi. Quand j'ai commencé Comics Discovery, je lisais pratiquement que du Batman et un peu de Marvel. Et j'avais pas, en indé, j'avais quasiment rien lu du tout. Est arrivé la problématique de trouver un titre à lire toutes les semaines. La problématique, Panini n'envoie pas de service presse. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu veux faire une émission hebdomadaire sur le comics, tu peux pas payer un comics par semaine. Pour 5 personnes. Oui, c'est un peu compliqué, donc il faut des services presse. Nous, on demande des services presse en numérique. Bon, Panini n'offre pas ce service-là. Urban le fait, les indés le font. Et du coup, c'est à cause de ça que je me suis mis à lire de plus en plus d'indés. Et plus j'ai lu d'indés et plus j'ai avec ces 9 ans de Comics Discovery, plus je comprends que c'est vers ça que j'ai envie d'aller, quoi. Que les histoires de super-héros m'intéressent un peu moins. J'ai envie d'aller vers des trucs où l'auteur essaie de nous raconter quelque chose plus que des mecs très musclés qui se tapent sur la gueule, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Donc je vais te poser la question, même si tu as déjà un petit peu répondu, du coup, je trouve, mais au cours de ton parcours de lecteur, de ton enfance, de ton adolescence, est-ce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui t'a dit, ouais, James, c'est bien tout ça, mais passe à autre chose, tu veux pas lire des vrais livres? T'as pas... oui, si, Est-ce que t'es pas trop vieux finalement pour lire des petits Mickey? Alors, moi, c'est une question. J'ai réfléchi à ta question parce que je trouve que c'est une question intéressante, mais qu'il faut réfléchir. Effectivement, on me l'a dit à plusieurs reprises. Par exemple, mes parents, enfin ma mère, par exemple, elle lit pas du tout de BD. Et pour elle, la BD, c'est des trucs. Mais enfin, elle dit pareil pour le cinéma d'animation. Enfin, elle voit que c'est du cinéma d'animation, elle pense que c'est des trucs pour enfants. Donc, effectivement, je peux faire face à tous ces gens qui me disent, mais oui, c'est un truc pour gosses. Et effectivement, non. En 2 secondes, c'est facile à prouver que non. Non, il y a plein de bouquins qui sont pas là pour les enfants. Mais je pense que malgré tout, et je trouve que surtout la BD et le comics, il faut qu'on revoie ce paradigme et essayer de l'ouvrir à plus aux enfants, quoi. Plus je trouve que quand tu vois ce que fait par exemple Panini avec
ce délire des omnibus. Moi, je sais que j'avais les kiosques quand j'étais gamin pour pouvoir lire du rendre comics. plus accessible, plus disponible, Ouais. plus visible. Et j'ai l'impression que le comics et la BD, contrairement au manga, le manga est vachement ouvert aux jeunes. Il y a plein de jeunes qui lisent plein de mangas. Et je trouve qu'il y a un côté élitiste et un peu vieillissant dans le public du comics et de la BD. Et il faudrait peut-être se dire, essayons de le rendre un peu plus accessible à ces... Donc, on n'est pas trop vieux pour ces conneries parce que c'est un médium qui est fait pour tout le monde. Est-ce que c'est pas un peu pas faux de se dire que oui, à la base, c'était pour les enfants. Enfin non, à la base. Le comic strip, c'était pas vraiment pour les enfants. C'était pour... Après, tout Pulps aux États-Unis, c'était quand même un petit peu comment dire, les funny, etc. C'était tout effectivement destiné aux enfants, des petits gags, etc. Et ça, mais il y a pu avoir des discours un petit peu à double niveau, mais ça c'est resté. Après, c'est un peu comme tout. Hein. De toute manière, il faut pas se leurrer, c'est que comme pour l'industrie du disque, ceux qui achètent, c'est généralement les jeunes. Alors maintenant, sur le disque, c'est un mauvais exemple parce que bon, il y a beaucoup de démat, mais à l'époque, ça a toujours été ça. Les top 50 étaient faits par les jeunes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à part le manga où il y a effectivement cette explosion, hein, on va pas se mentir, hein, du manga depuis le Covid. Mais sur le reste, alors il y a toujours des BD jeunesse, mais ça reste, pour le coup, c'est vraiment topé jeunesse. C'est pas topé BD. Je crois que le manga, il y avait toujours eu... ça a explosé depuis effectivement le Covid. Et le pass culture a peut-être aidé, même si je crois qu'apparemment c'est des... je crois qu'on se leurre un peu sur le fait que le pass culture est tant aidé que ça à la lecture des gamins. Après, je suis d'accord avec toi, il y a eu des booms du manga, plusieurs booms successifs. Si on est le deuxième acheteur au monde de manga, il y a une raison. On a beaucoup consommé, beaucoup acheté, beaucoup lu. Mais il y a eu, je pense, un vrai renouvellement par contre. On va parler de renouvellement des lecteurs avec la Covid, avec les animés, avec tout ça qui était aussi plus disponible d'une certaine manière ou plus visible par une grosse partie de la population. Et puis il y a cet effet aussi un effet un peu de groupe aussi. C'est cool de lire du manga. On parlait tout à l'heure du geek est cool. C'est un peu ça. Tu lis pas de manga, mais bon, c'est pas cool. Alors que. Mais c'est marrant. Je trouve qu'en manga, ils ont réussi à faire ce que Marvel et DC n'ont pas réussi à faire en essayant de donner envie avec les films à plein de jeunes à lire du comics, quoi. D'accord. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Mais je pense que après pour les films, il y a toujours cette. Tu parlais tout à l'heure de films d'animation. Et je pense que pour les gens, l'animation, c'est très connoté enfantin. Ouais. Et du coup, le live action des films Marvel, parce que c'est des live action, comme on n'a jamais retrouvé ça dans les comics finalement, ou très peu, on reste sur un média très populaire, mais qui va pas donner envie de lire d'autres choses, quoi. Parce qu'on ne retrouve pas, et puis parce que c'est du dessin, et du coup, le dessin, ça intéresse moins que le réel. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de réel qui est un peu bizarre quand on parle de super-héros, parce que bon, pour le coup, on est tous sauf un monde réaliste, mais on est attaché à l'image. Peut-être qu'il y a l'idée aussi que, au final, les séries animées, elles suivent beaucoup les mangas. Et il y a peut-être beaucoup de gens qui se disent tiens, je vais aller lire la suite parce que j'ai aimé ce que j'ai vu en animé et j'ai envie de découvrir la suite. Ce qui est quand tu regardes un film du MCU et que tu te dis je veux la suite du MCU, ça n'existe pas. Et heureusement, parce que ce serait nul à chier à mon avis, mais est-ce que ça peut être pire que ce qu'ils ont sorti actuellement? Je ne sais pas. Pour être sincère avec vous, moi ça fait un moment que j'ai pas lu du mainstream. Même Batman, j'ai lâché. Je crois que j'ai lâché en plein milieu du run de Tom King. D'accord. Oui. Et ça fait un moment que j'ai pas. Et faut que je m'y remette, mais c'est parce que j'ai une pile à lire qui monte, qui monte, et après et j'ai continué à acheter. Hein. J'ai acheté tous les. Je dois être la personne. Bon, je suis peut-être pas le seul, mais
j'ai acheté tout ce que Urban a sorti en kiosque, même les Suicide Squad, enfin c'est pas Suicide Squad Magazine, mais je sais plus comment il l'avait appelé. Même ça, je les ai achetés alors que je savais que je les lirais pas, mais je les ai achetés quand même. Et du coup, il y a plein de choses que tu possèdes qui sont jamais ressorties et qui ne ressortiront probablement jamais. Ah, sûrement, ouais. Sûrement. Ouais. Effectivement. Pas mal de choses. Ouais, Mais ils prennent la poussière dans un. Il y a une pile dans mon appart qui prend la poussière et qui. Mais un jour, je les relirai. Il y a plusieurs fois par an, je me dis, allez, je reprends du début et je les relis, mais c'est tellement. Ouais. Ah bah c'est une montagne là, parce que c'est vrai que plus tout ce que toi tu as envie de lire maintenant, pour relire d'autres choses, c'est vrai que c'est compliqué. C'est aussi la problématique qu'on a, c'est de se dire, il y a un truc qui m'intéresse maintenant, mais j'aimerais bien relire d'autres choses. Mais comment je concilie les deux? Et des fois, tu concilies pas. Tu prends la nouveauté ou tu prends ce que tu as lu il y a quelques années. Tu es obligé de choisir. Les journées ne font que 24 heures. Maintenant, je reçois des trucs, il faut que j'en parle. Donc, ouais, aussi, ça. Ce problème de dire, mais merde, il y a des fois, tu peux. J'ai eu un moment où tu perdais le plaisir de la. C'était plus de bon, allez, il faut que je lise parce qu'il faut lire. Mais j'ai quand même, pour en avoir discuté avec d'autres créateurs de contenu, il y avait des gens qui avaient complètement lâché ce plaisir-là. Non, moi j'ai quand même en multipliant un peu les médiums et en lisant de manga, en lisant un peu de trucs, j'ai quand même réussi à garder l'envie, le plaisir de lire. Ouais, c'est vrai que c'est important parce que ça devient trop mécanique. Ouais, ça te dégoûtait finalement de tout ça, quoi. Ce qui n'est pas le but. Bah, j'ai eu ça avec c'est parce que pendant 8 ans, j'ai fait les news. Donc on parlait des sorties, on parlait des news ciné, des news autour du comics. C'était parce que l'été il y avait pas trop de news, j'ai arrêté. Et en septembre, quand j'ai voulu reprendre, j'ai eu ce côté de il y en a marre des news, j'ai plus envie de parler des trucs. Et du coup, on a arrêté les news et je pense que c'est la meilleure idée que j'ai eue parce que ça m'a fait un bien plaisir. Ah ouais, vraiment. Puis quand tu vois les news qui arrivent en ce moment, tu dis. Enfin, quand je vois je veux pas trop digresser, mais le truc autour de Neil Gaiman, ça m'aurait tellement cassé les couilles d'en parler. Ouais, des news comme ça, ça fait pas plaisir. Ouais, surtout c'est pour un auteur. Bah, Sandman, ça fait partie des claques. Même American God, ce mec a tellement de talent, c'est ouf. Et voir à quel point c'est une pourriture en vrai, ça fait. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai des tatouages, je suis tatoué. Et mon prochain projet, et j'avais demandé à des tatoueurs, mon prochain projet, ça devait être la clé des enfers de Sandman. Et je suis très content de ne pas l'avoir fait. Ouais. Ça m'aurait fait vraiment chier d'avoir un truc de. Après, après moi aussi j'avais eu un peu de mal à dissocier l'homme de l'artiste, etc. C'est compliqué. C'est compliqué. Après, bon, c'est un débat. Ouais, c'est un débat. Mais on va pas forcément parler là. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Mais je te rejoins effectivement sur le fait, effectivement, est-ce qu'on ne devient pas finalement, je sais que certaines personnes m'ont dit, parce que par rapport au titre de l'émission, nous ne sommes pas trop vieux, ils m'ont dit, est-ce qu'on n'est pas trop jeune aussi? C'est vrai que le renouvellement de certains lecteurs de comics, quand il y a des jeunes lecteurs, on est toujours un peu surpris, alors qu'on ne devrait pas. Et tu as raison, peut-être qu'il faut aussi se poser cette question par rapport... mais le comics, moi vraiment, le comics est en train de se scléroser. Hein. Moi, oui, on a une génération là qui est en train de passer, et moi j'ai vraiment peur que passer cette génération de collectionneurs et qui achètent tous ce omnibus, et je me demande si vraiment Urban, Panini, ils vont réussir à renouveler leur lecteur. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Ouais, j'espère quand même, parce que bon, il y a quand même des belles choses.
j'espère. Il y a tellement de Et- trucs bien. Ce serait con de passer à côté, mais ils ont pas réussi. Moi, je les vois pas. Ils ont fait la tentative avec les Urban Nomades et d'après ce qu'on sait des chiffres, le Urban Nomade et le Marvel Pocket. Peut-être que Marvel Pocket marchera un peu mieux, mais ce ça marche format, pas mal. ça marche, pas mal. mais d'après ce que bon, après, encore une fois, hein, je dis des trucs, mais ça se trouve, je dis des énormes conneries. N'hésitez pas en commentaire à me dire non, tu as complètement tort. Mais moi, de ce que j'avais lu et des retours des études de marché, ils avaient l'air de dire que c'était plus des anciens des lecteurs de comics qui achetaient les Urban Nomades, et que ça créait pas de nouveaux lecteurs en fait. Que c'était des gens qui disent j'ai pas lu ces titres-là, je vais aller vers les petits formats. Peut-être. Après, c'est toujours la même chose. S'il y a une personne qui commence par ça, bon, c'est toujours ça de gagner. Et c'est vrai que moi, je rejoins sur l'aspect prix. Effectivement, moi, j'ai pris les fables en nomade parce que niveau prix, je me voyais pas mettre 30 balles par tome, alors que 10 balles, c'est jouable. Moi, je vois, j'avais très envie. Il y a tout le monde qui parle de Immortal Hulk de Halloween, qui apparemment est génial. Je pense que c'est la petite peinture qui m'a rabattu les oreilles avec cette série. Quand je suis pas allé dessus quand elle est sortie je sais plus le nom du format, mais en normal. 100%, ouais. En 100%, ouais. Quand ils ont annoncé la Deluxe, je me dis 40 €. Voilà, pourquoi pas, ça le fait. 40 € dans un mois, c'est pas si cher que ça. Finalement, ils les ont sortis en omnibus. Moi, je suis désolé, j'achète beaucoup de trucs et 80 €, je trouve que c'est trop cher. Enfin, ça grève le budget, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Ton budget du mois, il passe. Moi, ça me fait chier de passer les 3/4 de mon budget dans un seul titre. Quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Et je suis exactement pareil. Exactement et pareil. En plus, ok, c'est joli, mais c'est chiant à lire. Hein. Les omnibus, c'est chiant à lire. Si tu lis pas sur une table, c'est insupportable, ça fait mal. Il faut la technique de l'accoudoir du fauteuil. Il y a des techniques. Ou le coussin sur les genoux. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Hein. C'est vraiment pas une bonne idée de se concentrer sur le vieux collectionneur. Vraiment, il faut que Panini et Urban, ils essaient de trouver un moyen de renouveler ce lectorat. Nous, c'est un peu... en fait, j'ai choisi Comics Discovery un peu par hasard et au final, le nom me va très bien. Parce que quand je recrute des gens ou quand je discute avec les gens, l'idée, en fait, c'est vraiment de faire découvrir. Je sais qu'il y a plein de gens que j'ai recrutés dans l'émission. Ils me disaient mais moi, j'ai rien lu. Qu'est-ce que ça va oui. C'est une question de légitimité. Est-ce que j'ai le droit de lire ça si j'ai rien lu? Bah oui. Ouais. Et c'est ce que je dis, mais excuse-moi, quand tu manges un truc, c'est pas parce que tu pas un grand chef que tu peux pas l'apprécier. C'est un grand chef que tu peux pas l'apprécier et pas dire j'ai aimé parce que de ça, parce que ci, parce que ça. Donc c'est pas parce que tu connais pas ou que t'as pas lu tous les 80 ans de continuité de Batman, t'es pas capable de dire. Il suffit d'être capable de. Bon, c'est pas donné à tout le monde d'arriver à poser un discours sur ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a pas aimé, mais la découverte, quoi. Il faut avoir de la curiosité. Ouais, la curiosité, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut pas hésiter effectivement à être curieux, à voir ce qui se passe. Et justement, je pense que avec le titre que tu vas nous proposer, on va être à la fois dans ce thème de lecture qui apporte des choses et de découverte. Donc j'ai ma petite diapo. Est-ce que tu vas nous parler, de la montagne en dessous? Alors, je sais que tu voulais parler aussi de l'auteur avec ses autres titres. Peut-être que tu veux parler Alors, je vais vous parler de La montagne entre nous, effectivement. De Marcel Chorgian, voilà, qui est là que vous voyez. Sorti chez Sarbacane, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. C'est sorti récemment, oui. Cette semaine. Ouais, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière. Enfin, bon, alors, on enregistre, pour les gens, on enregistre le 17. Donc peut-être effectivement que c'est sorti cette semaine, là, je sais pas.
le 13. En tout cas, semaine du 13. c'est une sortie récente. Marcel Chorigian, et pas Chorigian comme je l'ai dit à de multiples. C'est pas évident à dire, j'avoue. C'est un auteur que j'ai découvert grâce à une autrice, parce que j'ai eu la chance d'interviewer cet été Lucie Le Calais. Mais c'est quoi son prénom? J'ai perdu le prénom, pardon. Je vais juste chercher. Ouais. Pendant que tu cherches, moi, Marcel Chorigian est au scénario, il est aussi dessinateur. Et là, c'est au dessin, c'est Jan Sterkers, aux éditions Sarbacane, tu l'as précisé. Tu l'as retrouvé, du coup, je te laisse enchaîner. J'ai découvert cet auteur parce que l'été dernier, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Valentine Cuny Le Calais, qui est une autrice géniale et super intéressante, qui a sorti une BD qui s'appelle Perpendiculaire au soleil. Vraiment. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Le titre me dit quelque chose. Lisez Perpendiculaire au soleil, c'est une des plus belles BD que j'ai eu la chance de lire. C'est une femme merveilleuse. Je pense que c'est une des meilleures rencontres que j'ai fait grâce à Cozy Discovery et grâce à BD Discovery. Petite digression, je me permets. C'est quelqu'un qui a assez 18 ans, a vu le discours de Marine Le Pen autour de la peine de mort et Marine Le Pen qui disait oui, je veux remettre la peine de mort. Je me remets parce que j'ai entendu l'émission sur sa BD. Ça revient. Ça revient. Et du coup, elle s'est dit moi je veux militer contre la peine de mort. J'ai envie de faire un truc autour de la peine de mort. Donc elle a contacté une asso qui met en contact avec des gens qui sont enfermés dans le couloir de la mort. Et elle a rencontré, j'ai plus le nom du mec, mais un mec qui est dans le couloir de la mort aux États-Unis, en Floride, qui était à l'époque le plus jeune condamné à mort de Floride. Et en fait, ils ont eu un échange de lettres. Et cet échange de lettres, c'est devenu un échange graphique. Tous les deux, ils se sont échangés des dessins et ça a fait une BD. Et c'est une BD bouleversante à plein de niveaux, d'une beauté incroyable. Parce qu'en plus, c'est une fille qui travaille, qui fait de la gravure. Et c'est un truc qu'on voit pas tant que ça en BD. Et c'est super beau. Elle fait un travail magnifique, quoi. C'est génial. Pour cette interview, on était à un endroit spécifique, puisqu'à Montpellier, il y a une librairie qui s'appelle Entrée Libre, qui est une librairie de BD, une librairie de BD indé, et c'est aussi la librairie de la maison d'édition Six Pieds Sous Terre, que vous connaissez peut-être parce que c'est eux qui ont sorti Zai 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 de Fab Caro. Si vous n'avez pas lu Zai 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 de Fab Caro, je crois que c'est l'un des trucs les plus drôles que j'ai jamais vu de ma vie. Allez, autre petite digression. Est-ce que tu as lu Zai 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 Zai? Non, je ne l'ai pas lu. Est-ce que tu connais le pitch de Zai 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 Zai? J'ai dû le lire, mais je m'en souviens plus. Très sincèrement, je m'en souviens plus. Alors, c'est un mec qui fait ses courses, qui arrive à la caisse, et il y a la caissière qui lui demande excusez-moi, est-ce que vous avez votre carte de fidélité? Et donc il fouille dans ses poches et il fait ah merde, je l'ai oublié dans mon autre pantalon. Et là du coup la caissière appelle la sécurité. Et du coup il y a le mec de la sécurité qui arrive pour l'arrêter parce qu'il a pas sa carte de fidélité et qui lui dit une phrase qui sera restée qui reste ancrée en moi. Il lui dit monsieur, posez ce poireau ou je fais un salto arrière. Et va se partir, donc il va partir, il va s'enfuir. Et là, c'est un road trip dans le n'importe quoi. Et déjà, poser ce poireau, on montre que c'est pas mal, déjà. il y a un gars qui est énorme. À un moment, il y a un flic qui parle avec son chien. Pendant toute une case, il parle avec son chien. Et il y a tout un discours sur le fait, je sais plus de quoi il lui parle. Et à la dernière case, en fait, il y a un de ses collègues qui arrive et il fait mais arrête Philippe, il est mort ton chien. En fait, c'est un chien qui est empaillé depuis le début. Et c'est que de l'absurde comme ça, c'est vraiment... Fab Caro, je sais que mon épouse en a lu quelques œuvres de cet auteur et ouais, elle m'a dit elle aime bien et c'est vrai que c'est assez décalé. On connaît maintenant plus par Astérix qui a scénarisé aussi. C'est vrai qu'il a fait Astérix, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a fait des trucs très délirants avant.
Ouais, bah, c'est un auteur de Boncoin. Il est de Montpellier. Enfin, je sais pas s'il est Montpellier même, mais il est du coin. Et il a commencé avec Six Pieds sous terre. Et Six Pieds sous terre, du coup, Valentine Pinet-Le Calais avait dit ah, mais il faut vraiment que vous vous intéressiez à Adieu mon royaume de Marcel Georgian, qui va sortir bientôt. Voilà, je vous le mets. Qui va sortir bientôt chez Six Pieds sous terre. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Marcel Georgian. On a fait une petite interview. Je vais même regarder. Vous avez une interview qui est d'ailleurs. Ah, super. Je te mets en grand. Ouais, très sympa. Si vous avez pas lu Adieu mon royaume, lisez-le, c'est génialissime. Et là, il est scénariste et dessinateur. Là, il est scénariste et dessinateur. C'est l'histoire de 6 personnages, si je ne dis pas de bêtises, autour d'un royaume qui est un peu perdu. C'est 6 destins qui vont un peu s'entrecroiser, un peu avec un côté nostalgique et un peu défaitiste. Et c'est vraiment j'ai du mal à pitcher parce que en fait c'est très poétique en fait. C'est un peu autour il a un délire avec les cartes. Avec les cartes de tarot, oui. Les cartes de tarot. Et il a un dessin qui est magnifique. Hein. Ouais, on le voit effectivement, un trait très très clair. Ouais. Il est vraiment, c'est vraiment génial. Et comme c'est plusieurs histoires, à chaque fois il y a un moyen qu'il y a une des histoires qui vous touche plus qu'une autre. D'accord, c'est un titre un peu anthologique du coup. Ouais, c'est un peu anthologique. Et c'est vraiment très beau et c'est vraiment génial. Et en plus c'est de la BD indé, donc c'est très bien. Et du coup, pendant l'interview et pendant la petite dédicace, il nous a dit ah, mais j'ai un autre site qui va sortir bientôt qui s'appelle La Montagne entre nous. Je remets voilà. Il nous a dit ah, mais c'est pas moi qui dessine. Au début, quand il nous a dit que c'était pas lui qui dessinait, j'étais un peu déçu parce que vraiment, je trouve que son graphisme est ouf. Et finalement, après avoir lu la BD, en fait, non. Alors, c'est un style un peu particulier. Du coup, j'ai mis quelques images. Alors, je ne sais pas du tout si ça spoil ou pas, parce que j'ai pris vraiment il n'y a pas beaucoup d'images sur Internet de cette BD. Mais c'est un style, effectivement, tout à l'heure, je disais que Marcel avait un trait très, très fin, etc. Là, on est sur un style un peu plus épuré, un peu plus, comment dire, moins structuré dans le sens où c'est un peu plus vaporeux. Je sais pas comment exprimer. Vaporeux, c'est un peu, on dirait de l'aquarelle, un peu. Ouais, je saurais pas le définir très bien, mais vraiment c'est très beau. Et l'histoire est super touchante. C'est l'histoire, et je vais retrouver les noms, de Marcia et de Florence, qui sont 2 jeunes femmes qui vivent dans un petit village au fin fond de la montagne. On ne sait pas où c'est exactement. Et toutes les deux, elles se retrouvent un peu tous les soirs secrètement. On comprend que elles sont amoureuses et que toutes les deux, elles rêvent de partir. De quitter ce village qui les pèse tant. Moi je sais pour avoir grandi parce que là je suis Montpellierin, mais à la base moi je viens de Savoie, je viens d'un petit bled de Savoie, vraiment très c'est une station de ski, donc vraiment pour le coup tout le monde se connaît et à part pendant la saison c'est ça. Le reste du temps on est 40 et toutes les histoires ça va très vite. Il y a ce genre d'ambiance-là. Toutes les deux, elles rêvent notamment. Il y en a une plus qu'une autre qui rêve de partir et d'aller vivre sa vie pour être libre. Et il va y avoir une espèce d'ellipse de 40 ans. On va découvrir qu'il y en a une qui est partie sans se retourner, qui n'est jamais revenue dans ce village. Et l'autre, elle est restée et elle s'est mariée avec quelqu'un. Et donc 40 ans plus tard, le mari de la première vient de mourir et et la deuxième elle revient pour gérer des trucs avec sa mère et elles vont se retrouver et va y avoir je vais pas vous spoiler mais bon elles vont se retrouver, il va y avoir des discussions, on va comprendre pourquoi l'une est partie, dans quelles conditions elle est partie, pourquoi l'autre est restée, les sentiments qu'il peut y avoir pour quelqu'un qu'on a aimé et qui est parti
et qui revient. Enfin, vraiment, c'est une superbe histoire. C'est une histoire queer. Donc moi, je trouve ça cool, un peu de représentation autour de la romance lesbienne. C'est pas du tout une histoire. Moi, ça m'aurait pas dérangé, mais je sais, par exemple, il y a certaines personnes qui pourraient dire, j'ai pas envie de lire un truc militant où on me force à lire un truc LGBT. Ça l'est pas du tout. C'est vraiment juste une histoire de romance entre deux personnes. C'est super beau, c'est super touchant. Je trouve que le dessin est magnifique. Les personnages sont géniaux. Ils sont tous attachants avec tous. Tu comprends les points de vue de tout le monde. C'est vraiment une très belle histoire et j'ai vraiment cette BD m'a bouleversé. Elle m'a bouleversé et vraiment lisez-la, c'est vraiment trop bien. D'accord. Voilà. Okay. Parce tu m'avais parlé de cet auteur et du coup j'ai écouté l'interview que Judas et Faye avaient fait. C'était assez intéressant effectivement. Et puis là, tu avais aussi parlé de ce titre. Et donc ouais, vraiment une découverte pour moi. Après moi, c'est vrai que la romance, c'est pas trop mon truc. C'est pas. Mais après, c'est pas parce que c'est pas mon truc que je n'en lis pas. Bah moi, j'étais un peu comme toi avant. Je lisais pas trop de romance. Et depuis j'ai la chance d'avoir beaucoup. Je suis dans une grande ville et du coup il y a beaucoup de librairies et il y en a une notamment qui est spécialisée autour du manga. Si vous êtes sur Montpellier, allez à Bunka, la meilleure librairie manga de Montpellier. Et en fait il y a un club de lecture et tous les mois pour 20 €, on a 2 mangas, une boisson offerte et du coup on peut discuter avec les gens. Et finalement, je me retrouve à être le seul mec dans le club de lecture. Du coup, finalement, je me retrouve à lire pas mal de romances. Et en fait, la romance, c'est pour tout le monde. Hein. Tu peux. Oui. En fait, le truc, après, c'est aussi des a priori que j'ai et que j'essaye d'effacer. C'est que, bon, très vite, je trouve que la romance, ça tourne un peu cucul-à-praline, quoi. J'ai vrai que là, ça l'est pas du tout. Là, ça pas l'air, dans le discours, dans les dessins, ça n'a pas l'air de l'être. Mais c'est vrai que j'ai cette image de la romance qui est parfois un petit peu too much. Regarde dans les films de romance, tu regardes la route de Madison. Tu te diras, c'est un film de romance. Et pourtant, c'est un des plus beaux films de Clint Eastwood. Ouais. Le seul bon film de Clint Eastwood. Non, tu peux pas dire ça. Moi, petit problème avec le monsieur, mais c'est. Il a des idées. Ses avis politiques me dérangent, et des fois ses avis politiques débordent dans ces films, notamment Grand Torino que je trouve insupportable. C'est une autre histoire. Effectivement, avec Meryl Streep, c'était autre chose. Mais en tout cas, regarde Titanic, c'est un film de romance, mais c'est un grand film. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que je lutte contre ces a priori que j'ai. Mais c'est vrai que c'est pas forcément des titres. En fait, si tu veux me vendre un titre, c'est pas un carton rouge si tu me dis romance, mais ça va me faire un peu plus hésiter. Alors que si tu me dis que c'est alors là, j'ai bien compris, hein, je suis pas non plus complètement idiot. J'ai bien compris que c'était avant tout une histoire d'amour, et après sûrement de secrets, de relations entre personnes, des choses qui vont un peu plus loin que ça. Ça parle de sentiments, ça parle de trucs qui touchent tout le monde en fait au final. Ça parle de sentiments, ça parle de relations avec les gens, et c'est des trucs qu'on vit tous dans la vie de tous les jours, quoi. Et donc moi je comprends qu'on aime bien se rattacher à ce genre-là. Et en manga, il y a des trucs très bien autour de ça. Moi, un manga que j'adore, et pourtant c'est quand même une romance, c'est Ice Core Girl. Je veux dire, c'est une romance entre ces deux personnes, ces deux collégiens, voilà. Mais bon, il y a d'autres. Après, dans ce titre, il y a d'autres choses qui m'attirent. Du coup, ça fait un bon compromis. Ça m'a permis d'avancer dans la lecture et de l'apprécier. Ça reste un de mes titres préférés, de même que Beastars. Moi, j'adore Beastars. C'est trop bien. Qui est aussi une romance, hein, d'une certaine manière. Regarde Ranma 1/2, oui, Ranma 1/2 aussi. On est d'accord. Donc, tu vois, je dis ça, mais j'en lis quand même un petit peu. Je me soigne. Mais en tout cas, est-ce que tu as lu Smoking Behind the Supermarket, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et c'est un truc qui est, je crois que c'est Kana qui l'a sorti. C'est sur un salaryman qui a une vie de merde, vraiment. Son patron est un connard. Il a vraiment
un boulot de merde. Et son seul petit moment de plaisir, c'est quand il va dans son combini, qui est pas loin de chez lui, et il y a une jeune fille qui le sert, et qui le sert avec beaucoup de sourire et avec beaucoup de tendresse. Enfin, elle est super sympa avec lui, donc ça lui fait du bien au moral. Et un jour, il a besoin d'une pause clope, et il va fumer derrière ce supermarché, et il va rencontrer une des un petit spoil, en fait il va rencontrer cette meuf, mais juste il y a un peu le syndrome Clark Kent. Elle a retiré son uniforme et il la reconnaît pas. Ouais, il la connaît pas. Nous on comprend tout de suite que c'est elle, mais lui il ne le comprend pas. Et du coup il va lier une espèce d'amitié avec cette fille. Et elle va se faire passer pour quelqu'un d'autre. Elle va dire ah ouais, je suis une collègue de machine. Je vois que tu reviens souvent, nanani nanana. Et du coup, ils vont commencer à avoir une petite habitude de fumer, faire leur pause clope là. Et c'est pas, je sais pas si ça va être une romance, parce que le mec est beaucoup plus vieux que la fille, donc je sais pas si ça va partir sur une romance. Mais c'est un titre qui vraiment, c'est super feel good. J'aime bien ce genre de titre là. On est dans le slice of life, mais c'est trop bien. En tout cas, je vais pas hésiter à regarder, à jeter un coup d'œil si je le vois en librairie, ce titre, pour voir un petit peu. Déjà, parce qu'il y a quelques planches, hein, je suis assez curieux de voir comment ça se lit. Du coup, ce côté un peu éthéré des dessins, comment ça se passe. Et, je montre un peu plus de... tu peux, bien sûr. Je te mets en grand, du coup. Hop. Ouais, c'est... Donc là, on voit effectivement des scènes. Ouais. Ça a l'air intéressant. J'imagine que ça va être un... Il y a un peu de cul, donc j'ai pas envie de le faire. J'imagine aussi que ça va être un gros... Il a l'air d'être assez épais. Ça va être un titre... Oh non, pas tant que ça. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on est loin du format 48 pages classique, voire 64 pages à franco-belge. On est plutôt sur 180-200 pages. Ouais. 156. Ah ouais, ok. Je pense que je voyais un peu plus gros, mais 150, c'est déjà pas mal. Et c'est à 24 €. Ok, à 24 € aux éditions Sarbacane. Très bien. Voilà, exactement. Merci James pour cette review et tout ce qui va autour du scénariste, etc. C'était très intéressant. Moi, de mon côté, j'ai pris un biais un peu différent par rapport à cette émission. J'espère que ça va te faire plaisir. Parce que moi, je vais parler de Gundam The Origin de Yoshikazu Yasuhiko Digas, apparemment, aux éditions Vega. Et je sais que toi, tu es un grand fan de cette licence Gundam. Ouais. Et en fait, j'avais quelques a priori avant de me lancer. C'est pas que j'avais pas envie, mais quand j'ai vu on parlait tout à l'heure du prix, etc., de certains omnibus, c'est vrai que quand j'ai vu le prix du tome, je me suis dit, oula, est-ce que... c'est des gros bouquins, hein. C'est des gros ouais, bouquins. C'est un tome effectivement assez gros. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie, etc. Et puis finalement, j'ai craqué. J'ai acheté le premier tome. Et alors moi, Gundam, je connaissais pas trop en fait. Je savais qu'il y avait un personnage qui était Charles Aznavour, qui était inspiré de Charles Aznavour. Voilà. Je savais qu'il se battait contre Amuro-Ray, mais c'était tout. Et que effectivement, on parle de... Je vais te faire plaisir aussi, on parle pas de gros robots, mais on parle d'armure mobile, de mobile suit. Pas des robots. Non, pas le dire, pas des robots, il y a des pilotes dedans. Voilà. Et mais c'est vrai que moi, ce rapport aux armures mobiles, etc., j'en avais finalement pas vu. Et ce que j'avais vu, c'était Gundam Golden Wing, là, Wing, qui était passé sur M6, et ça ne m'avait pas plu à l'époque. Je voyais... Alors, si je peux me permettre, moi je suis très fan de Gundam Wing parce que je l'ai vu quand j'étais jeune. Et en fait, dans la petite communauté Gundam, je pense que tout le monde dit que c'est le pire. Le pire. Mais moi je l'aime beaucoup parce que c'est comme ça que j'ai découvert Gundam. Et quand tu revois les épisodes, il y a des trucs. Moi, il y a un truc qui me fait toujours marrer, je sais pas si tu t'en souviens.
dans les premiers épisodes. Parce que dans Gundam Wing, vous avez plusieurs héros. C'est un peu le boys band du Gundam. Parce qu'il y a, C'est ça. et en plus, ils ont tous des noms de numéros. Donc, en japonais, ça sonne pas bizarre, mais en français, il s'appelle Uno, Duo, 3. Donc, mais ça fait bizarre. Pourquoi il s'appelle avec des numéros? C'est bizarre. Il y a l'espèce de héros qui s'appelle Hiro, qui arrive dans une école super UP. Le premier move qu'il va faire, c'est il y a le personnage féminin, parce qu'il y a forcément c'est un truc des années 90, donc il y a un personnage féminin. Et forcément, elle est complètement amoureuse alors qu'elle l'a juste entreaperçu. Elle est déjà totalement amoureuse du mec. Et du coup, il lui tend, elle lui tend un billet pour sa fête d'anniversaire. Devant tout le monde, hein, il y a tout le monde qui les mate. Il prend le truc, il s'approche d'elle, il lui souffle dans l'oreille: si tu me reparles, je te bute. Et là, il prend le truc d'anniversaire, il le déchire et il se casse. Et elle, sa réaction, c'est: oh, il est trop beau, il est trop. Aïe, aïe, aïe. Il vient de te menacer. Il est bien de dire qu'il allait te buter. C'est ça. Il est à peine toxique. Il est plus toxique, je crois que tu meurs. Moi, j'avoue que j'avais du mal à concevoir à l'époque, justement, que ces jeunes garçons qui ont genre 14-15 ans, quoi, tout cassé, ils arrivent comme ça, ils peuvent faire tous des trucs, ils ont leur robot, personne les capte. Enfin bref, j'étais peut-être pas le public cible à l'époque. Ça m'avait un petit peu dérangé. Et puis j'avais pas dû voir les épisodes non plus dans l'ordre, etc. Enfin bref, il y avait aussi ça à l'époque. On était donc j'avais quelques a priori sur comment dire négatifs via cette série, mais j'avais entendu parler de Gundam depuis des années. En tout cas, c'est dans la communauté manga animé, c'était quand même un monument. Et donc, oui, il y a tellement de séries Gundam. C'est le multivers Gundam avec 50 trucs. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait cette sortie manga proposée par Vega, j'étais assez content justement de pouvoir commencer par les origines, de savoir un peu d'où on partait, même si ce manga en fait a été fait relativement récemment, quoi. Il y a 20 ans en fait, en 2005 c'est sorti. Et c'est pas un manga qui est sorti à l'époque de l'animé, qui date de 1979. C'est un des mecs qui a bossé sur l'animé, je crois. Oui, tout à fait. Il a participé à l'animé. Et donc j'étais assez curieux et ça a été une très bonne expérience. Alors Gundam, de quoi ça parle? Et ben en fait c'est assez simple, hein. Le pitch de base est assez simple. L'humanité a réussi à conquérir l'espace. Alors la première chose qu'ils font, c'est faire plein de petites colonies partout. Sauf que une des colonies, qui s'appelle Side 3, s'autoproclame duché de Zéon et veut son indépendance. Et contre la fédération terrestre, et du coup, il va y avoir une très grosse guerre, puisqu'on nous dit qu'en un mois, la moitié de l'humanité y est passée, et là, quand l'histoire commence, ça fait 8 mois, donc ça fait 9 mois en gros que la guerre a commencé, et on va suivre une autre colonie qui s'appelle Side 7 ou Side 7, où on va retrouver ce personnage d'Amuro Rei. Et donc, c'est le héros qui, malgré lui, bien que c'est le fils d'eux, etc., va se retrouver embrigadé dans cette guerre, et embrigadé d'une certaine manière, parce que il y a une attaque de Zéon sur cette colonie, parce qu'ils ont reçu des informations comme quoi il y aurait une nouvelle arme qui est mise, qui est en train d'être construite dans une des colonies. Donc ils attaquent. On voit ce côté très comment dire, à la fois réaliste de la guerre. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'auteur, il ne fait il y a rien qui est omis, hein. Il n'y a pas de mort hors champ. On voit les explosions, on voit les morts, on voit les personnes qui perdent leurs parents devant leurs yeux. Donc c'est quand même assez impactant. Et donc au cours de cette attaque, il y a effectivement l'arme secrète qui voulait cacher, qui est donc cette armure mobile, le Gundam RX-78, je crois. Et donc Amuro qui a plus ou moins piraté les fichiers de son père, qui est le créateur de
de cette armure, voulant se venger, décide de monter dedans et de casser la figure à ceux qui ont attaqué. Il s'ensuit bien sûr toute une série de luttes, toute une lutte pour la survie, je vais plutôt dire ça comme dans le bon ordre, pour quitter cette colonie et rejoindre la Terre, pour être en sécurité. Donc on a à la fois des personnes qui se retrouvent bien malgré elles embrigadées dans cette guerre. Il y a les personnes qu'il faut comment dire, les civils, les autres civils qu'il faut sauver. Voilà, et on est vraiment tout de suite, les personnages doivent grandir, et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Ces personnages qui doivent prendre leurs responsabilités alors qu'elles n'ont pas du tout, c'est pas du tout le truc. D'ailleurs, Amuro, lui, s'il pouvait laisser tomber, il le ferait, mais c'est le seul qui sait le piloter, et du coup, il est obligé de prendre ses responsabilités, et il les prend. Et puis, on a un personnage, j'en ai peu parlé pour le moment, mais effectivement, ce personnage de Char, qu'on découvre. Alors moi, j'ai lu que le premier tome. Mais comme tu l'as dit, c'est un tome assez complet, ça fait au moins 3 tomes simples, puisqu'il y a plus de 400 pages. Il y a le 2 qui est sorti déjà. Il y a le 2 et le 3, et ouais. Et je suis en train de réfléchir comment je vais pouvoir provisionner pour me les acheter, James. Tout à fait franc. Et en même temps, il y a Unicorn aussi qui est sorti. Et il y a Unicorn. J'ai envie de découvrir tout l'univers étendu. C'est ça. Je te poserai une question du coup par rapport à Unicorn. On a ce personnage de Char, qui est du coup côté Zéon, et qui est une espèce de alors je sais plus quel est son titre, s'il est général ou autre, mais en tout cas c'est lui qui mène les opérations militaires, et il jouit d'une réputation assez terrible. On l'appelle la comète verte, comète rouge, n'importe quoi, la comète rouge, et parce que son armure mobile, qui est donc tu vas pouvoir m'aider, un Zuka, je crois, ou merde, putain. Oui, un Zeta. Non, merde, pardon, attends. Oh, putain, quel honte. Bref, parce qu'ils ont leur propre armure mobile côté Zéon. Ouais. Et la sienne est en rouge, et il a détruit plusieurs navires, où il a l'air sans pitié, assez machiavélique. Un Zaku. Merci. Assez machiavélique, etc. Et il va devenir finalement le méchant de l'histoire, et qui va suivre. Et j'ai hâte de savoir comment les deux personnages vont vraiment interagir entre parce qu'ils sont, alors Char est un peu plus âgé, parce que Amuro a 15 ans dans l'histoire au début en tout cas, mais c'est deux personnages qui sont déjà pas dans le même camp, qui ont des chemins très différents, et qui vont devoir s'affronter. Je suis très curieux de voir comment l'histoire va évoluer. Je vous ai mis quelques planches pour que vous puissiez voir un peu le style. Alors le style, l'auteur, il a fait d'autres mangas comme Arion ou Vénus Soir. Alors c'est un style qui peut paraître un peu vieillot. Moi j'adore. Mais alors je trouve que c'est assez efficace, même si parfois il y a des petits trucs où il faut bien regarder tous les détails pour comprendre ce qui se passe. Mais dans les combats d'armure, c'est juste parce que alors moi j'avais cet a priori du combat d'armure où ils se tirent dessus à distance, quoi, du Transformers, quoi. Et en fait pas du tout. Il y a du combat au corps à corps, il y a des vraies stratégies pour viser le pilote, justement, parce que sans pilote, l'armure n'est plus active. Il y a plein de choses, et franchement j'ai trouvé ça très efficace. Et bien sûr, on retrouve des thèmes par rapport à la guerre, par rapport au thème malheureusement toujours d'actualité des colonies, comment l'indépendance, comment avoir son indépendance sans avoir recours à la violence, pas mal de thèmes comme ceci, et puis surtout les civils qui sont de toute manière toujours au milieu, et qui subissent les foudres des deux camps, avec ce que ça peut avoir sur leur morale, etc. Même si globalement ça remonte, on n'est pas non plus dans un manga très très noir, en tout cas pour le moment, très pessimiste. Il y a toujours un petit peu d'espoir, d'optimisme, un peu d'humour aussi pour relativiser, mais il n'empêche que moi, cette Frau qui perd ses parents, mais juste à 2 pas d'elle, parce qu'il y a une bombe qui explose, ça fait, en plus dans l'actualité actuelle, où on sait qu'il y a le monde n'est malheureusement pas tout rose. Je vais pas
épiloguer là-dessus, mais bon, je pense que tout le monde est bien au courant de ce qui se passe un peu partout dans le monde, où le monde est quand même assez terrible. Hein. On a la chance de vivre dans un pays où on est en paix, il y a des problèmes, il n'y a pas ce type de problème. Et vraiment, je trouve que c'est très efficace dans le propos. Ça nous permet de réfléchir. Finalement, nous aussi, c'est toujours un petit peu le thème des BD, c'est de voir est-ce que ça fait pas réfléchir par rapport à nous, est-ce qu'il n'y a pas des sous-textes par rapport à d'autres choses, etc. Donc, je suis très curieux de creuser un peu pour voir dans quelle optique les créateurs ont fait l'animé à l'époque, pour savoir ce qu'ils avaient en tête, pourquoi ils l'ont fait. Et puis, il y a beaucoup... on est dans la science-fiction, mais la science-fiction qui n'est pas si irréaliste que ça, je trouve. On est dans une science-fiction où on se dit, c'est possible. C'est presque de la hard SF. Ouais. On pourrait le dire. Bon, je sais pas si les armures mobiles, c'est un truc viable, mais effectivement, on est dans un truc très hard SF. En tout cas, c'était une bonne surprise. Si vous avez envie de tester, parce que pour être sincère avec toi, moi j'ai lu moi je suis fan de Gundam, donc, mais si vous avez envie de tester pour vous faire une idée, en fait c'est les films, la première série, la toute première série Gundam, elle a été remodelée en 3 ou 4 films, et en fait le manga, c'est la même chose. Ouais, j'ai vu un épisode animé du coup sur la chaîne YouTube qui s'appelle Gundam Info. Ouais. Et ils avaient le premier épisode qui reprend. Alors il y a un peu plus de détails quand même dans le manga. Oui, je trouve. Le manga détaille un peu plus. Mais moi je trouve que, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je trouve vraiment que c'est une série qui a pas trop mal vieilli. C'est une série qui date maintenant. Ça fait un bout de temps. Elle a 20 ans, elle est sortie en 2005, première édition au Japon. Oui, non, mais la série mère, 79, je crois. 79, il me semble. Ouais. Je trouve que l'animation est un peu datée, mais dans les thématiques, c'est tout ce que tu as dit. Hein. Et ça, c'est tout l'univers de Gundam est comme ça. Effectivement, tout à l'heure, on parlait de Gundam Wing qui était peut-être un peu. Mais il y a quand même ce délire des gens face à la guerre. Gundam, c'est vraiment un univers qui est pas qui est, quand tu disais c'est pas une série pessimiste, c'est quand même très 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 négatif par rapport à l'humanité. L'humanité, effectivement, tout ce qu'on sait faire de bien, c'est des armes, quoi. Ouais. Moi vraiment, je trouve que la première série, elle est vraiment très très bien. Char, vous allez adorer le détester, et petit spoil, il est pas si méchant que ça finalement. Il y a j'imagine, de toute façon, pour faire un bon méchant, il peut pas être entièrement mauvais. Il faut lui mais je veux pas te spoil, mais il est un peu double. Il joue double jeu. Il joue un peu pour son propre. De toute façon. On voit bien c'est ses intérêts avant tout. Et parce tu l'as pas spécifié, mais il a un masque, et il cache son identité, et en fait il y a un truc derrière son identité qui sera dévoilé plus tard après. C'est un personnage qui est très 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 qui est très important pour l'animation japonaise, et d'ailleurs ce gimmick du masque est après repris un peu dans c'est repris ça revient à chaque fois après dans les autres. Il y a toujours un personnage avec un masque à un moment ou un autre. Ce char a tellement marqué les gens, et d'ailleurs la série d'après, la série encore d'après, c'est pas sur lui, mais il y a une série qui s'appelle qui date un peu qui s'appelle Gundam The Origin, qui est vraiment sur lui, sur sa jeunesse, et sur comment il est arrêté, il a atterri chez Zéron et tout. Enfin, bref. Je l'ai annoncé plusieurs fois, mais ça fait je suis très pote avec les gens donc encore faire de la pub pour Easter Egg 11 rue des Sœurs Noires à Montpellier. Si vous voulez monter du Gundam à Easter Egg, vous pouvez. Ils ont une boutique spécialisée autour du Gunpla, donc les maquettes de Gundam. Ils ont un site internet, hein, vous pouvez commander aussi si vous avez envie.
Il y a un des vendeurs qui s'appelle Noël. On va faire un manga Haken sur Gundam parce qu'en fait, il y a tellement, c'est un truc qui est super vaste. Il y a un milliard de. J'ai vu la frise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette frise C'est juste impossible. En plus, il y a des trucs, parce qu'il y a un milliard de séries, et il y a des séries qui sont dans l'univers, des séries qui sont pas dans l'univers, enfin bref, c'est cool. Là, j'ai acheté récemment un DVD vraiment à petit prix. Et en fait, j'ai les 4 premiers épisodes, je crois, de Gundam Seed. Je sais pas du tout où ça rentre dans la chronologie, ça aussi. En vrai, moi, je m'y connais peu, hein, parce que j'ai acheté au début, j'ai acheté les Gunpla parce que c'était marrant à monter, et puis c'était surtout pour aider Easter Egg, parce qu'ils essayaient de monter ça, et puis tu te prends de passion à monter ces trucs, c'est marrant. Et j'ai regardé, j'ai rematé le début de The Origin, enfin, des premiers épisodes que j'ai trouvé bien, et je suis pas allé si plus loin que ça parce que ça demande du temps. Il y a tellement de trucs. Il y a beaucoup de choses. Et effectivement, et en manga, The Origin était sorti, je crois, chez Pika, mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Du coup, là, c'est repris par Vega, qui devrait faire l'intégrale en 12 tomes. Et comme tu le disais, il y a Unicorn aussi qui est sorti, mais qui se passe a priori beaucoup plus loin et qui pourrait peut-être spoiler quelques intrigues. Oui, peut-être, Oui, c'est après. Et je crois que c'est dans le même univers, Unicorn. Oui, c'est pas trop mal. Moi, je l'ai lu et c'est pas mal. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ils vont découvrir que il y a des on voit déjà, alors je sais pas si c'est un peu du spoil, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a déjà certains personnages qui semblent avoir des liens psychiques ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, j'ai pas lu plus que ça. Bah voilà, il y a un truc. En fait, il y a des humains qui ont un lien spécifique avec les machines, et du coup, dans Unicorn, il y a un truc avec ça, au fait que tu peux avoir un lien spécifique avec ton Gundam. Après, c'est vrai que c'est alors après maintenant, quand on pense ce genre pas de robot, mais de robot avec pilote, du coup, c'est vrai qu'on passe facilement à Evangelion. Mais tout ça, c'est quoi? Quand on voit les dessins, et on se dit bien que en fait, ils sont fortement inspirés de Gundam. C'est pas possible de faire autrement, en fait. Il y a tellement de choses. C'est intéressant du coup, parce que c'est vrai que moi, je découvre une vraie découverte. Et en plus, je l'ai pas dit, mais il y a des pages couleurs qui vont ressortir aussi l'action. C'est assez rare dans le manga pour le signaler qu'il y a des pages couleurs de qualité. Et après, moi, j'ai un problème par rapport vraiment le papier, je le trouve dégueulasse. Du papier glacé. Vraiment, je déteste le papier glacé. Alors, moi, je suis plutôt. Alors, pour le coup, moi, j'étais assez content que ce soit du papier glacé. Ah ouais? Je déteste le papier glacé. Vraiment. Mais je sais que je suis. C'est peut-être une unpopular opinion dans le monde du manga, et parce que en fait, moi, j'aime bien des contrastes vraiment très posés, et je trouve que le papier glacé permet d'avoir des contrastes justement très forts entre les noirs et les blancs. Voilà, quand il y a des scènes dans l'espace où il y a juste la white base et le ciel à peine étoilé, je trouve que ça ressort tellement mieux en papier glacé, mais c'est personnel. Et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas le papier glacé pour le manga, n'aiment pas le papier glacé tout court parce que ça fait des reflets avec la lumière. Moi, je trouve juste la texture. Vraiment, la texture, effectivement, est un peu particulière. Moi, je sais que je lance encore peut-être une note take, mais j'achète le meilleur manga de sport de tous les temps, qui est Slam Dunk. Et il n'y a pas de. Il y a pas de débat. C'est le meilleur manga de sport de tous les temps, c'est Slam Dunk. Vous pouvez te caisser. C'est le meilleur. J'avoue que moi, il est pas loin derrière, mais Slam Dunk, vraiment. Moi, je suis un peu nostalgique, mais c'est vrai que Capitaine Tsubasa a une place particulière dans mon cœur. Non, mais sérieux? Pardon. Et oui. T'as lu Slam Dunk? Oui, en partie. J'ai pas tout lu. Vraiment, va au bout de Slam Dunk. T'as vu le film? Le film, il est tellement... Non, j'ai pas vu le film. Du coup, comme j'étais pas à jour, j'avais pas envie de. Alors, a priori, ça spoil pas, mais j'avais pas forcément envie de spoiler. Si, ça spoil un peu, mais en fait, c'est le dernier. Le film pour les gens qui ont envie de découvrir Slam Dunk,
déjà, regardez le film, ça va vous donner envie de lire le manga parce que vraiment, le film est déjà il est réalisé par l'auteur, ce qui arrive pas souvent. C'est un des plus beaux trucs que j'ai vu en animation, vraiment, c'est oufissime. Et en fait, il s'intéresse à un personnage qui est un peu laissé de côté dans le manga. C'est l'ailier, non, je sais plus son titre. Enfin, bon, bref, c'est un des. Et en fait, malheureusement, c'est le dernier match parce qu'il y a une fin. Il y a une fin de Slam Dunk, la fin exceptionnelle. Le dernier match de Slam Dunk exceptionnel. Vous arrêtez pas au premier titre. J'ai essayé de le conseiller à des gens. Il y a plein de gens qui ont été rebutés par le côté un peu humoristique. Parce qu'au début, ça part un peu en mode GTO, Reconnaissance Blues, un peu en mode Furio. Le jeune délinquant qui se met au cop de sport, quoi. Ouais, voilà. Donc il y a des gens qui peuvent dire, moi j'adore. Moi c'est vraiment mon style moi j'adore le Furio. C'est mon genre de prédilection en animé, en manga. Genre GTO et Young GTO, c'est vraiment. Ouais, on n'a pas parlé dans des trucs qui m'ont marqué, mais GTO, ça m'a tellement marqué, c'est tellement bien GTO, c'est tellement drôle. Enfin, bref, c'est une autre histoire. On peut être un peu rebuté par ce côté, mais après que le dernier match, il fait au moins 5 tomes. C'est que du basket. Inoue, c'est un génie de la mise en scène. Il y a une mise en scène du basket en manga qui est d'une folie, et il a réussi à le faire dans le film de façon assez cool. Donc vous voyez le dernier match, vous voyez comment finit le dernier match. Mais ça vous empêchera pas d'apprécier le reste du manga qui est vraiment exceptionnel. Et la Perfect Edition qui est très belle, elle est très très belle cette Perfect Edition. Elle est beaucoup plus belle que la grise là, qui est super moche. Mais c'est du papier glacé et moi ça me chie quand ça se papier. Je l'achète, mais ça me fait mal au cœur de l'acheter parce que c'est des putains de papier glacé. Moi je suis plutôt team papier glacé, c'est vrai. Bah achète la Perfect Edition de Slam Dunk. J'ai déjà 2 tomes de la Perfect. Ah. Je suis pas à jour, mais voilà, c'est ce qu'on disait. Après, outre le fait de les lire, il y a aussi le fait de les acheter. Quand t'as trop de séries, c'est un peu compliqué. Puis là, tu vois ça, même sur la longueur, ça devient. Ouais, c'est la nostalgie, et puis ouais, tous les premiers tomes, etc. Ça... Je les ai jamais lus, moi j'ai juste vu l'animé, j'ai pas. Le manga est vraiment bien. Quoi. Après, c'est pas du tout objectif. comme avis, mais moi j'aime beaucoup. Et t'as vu Hippo? Est-ce que t'as lu Hippo? Ouais, je suis Hippo aussi. Et tu préfères Captain Tsubasa à Hippo? Ouais, parce que Hippo j'aime bien, je vais pas mentir, mais c'est vrai que Captain Tsubasa, il y a cet esprit nostalgique, parce que moi j'ai beaucoup regardé, plus le fait que c'est quand même assez bienveillant, je trouve, comme histoire. Il n'y a pas de conflit entre les personnes, ils se deviennent tous potes. Il y a cet esprit un peu shonen, mais gentil. Voilà. Dans Hippo aussi, ils ont tous. Ouais, mais ils se tapent dessus quand même. Oui, c'est de la boxe, hein, forcément. C'est de la boxe, voilà, c'est de la boxe. Mais bon, il y a un peu plus de violence. Mais bon, après, c'est très bien Hippo. En tout cas, moi, cette édition, j'avais quelques a priori par rapport au format qui est pas si grand, par rapport au prix, mais bon, finalement, en lisant l'histoire, voilà, ça m'a convaincu. J'ai été satisfait de l'achat. Il faut des trucs bien végas. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des. Ils vont chercher des titres assez cool. Ouais, je connais pas vraiment. C'est en fait sorti des grandes maisons d'édition. C'est vrai que j'ai. C'est Dupuis, hein. Ouais, mais Vega en manga, les titres qu'ils proposent. C'est quoi? C'est Genesis, c'est Holy c'est. C'est pas eux qu'on fait le bateau de Thésée aussi? Oui, aussi, oui. Ah, si vous avez pas lu le bateau de Thésée, lisez le bateau de Thésée, c'est tellement bien. Bonne découverte. Et j'hésite à acheter une. Enfin, choisir, surtout si ça raconte un petit peu la fin. Enfin bon, je verrai. De toute façon. Mais c'est pas là, ouais, c'est un autre truc, quoi. En tout cas, j'espère que ça fonctionne. A priori, ça fonctionne bien. Hein. Tant mieux, parce que bon, ça serait. Il faut que ça arrive jusqu'au bout. Il y a 12 tomes quand même. Hein. Et du coup, un tous les 2 mois, je crois. Donc ça va aller vite. Ah ouais. Je crois. Le 3 est déjà annoncé, le 4 aussi. Enfin, ouais. Tant mieux si ça relance le gameplay, pourquoi pas.
C'est sûr qu'après, on a presque envie, effectivement, d'avoir cette petite figurine. Ah, le Zaku de Char, il est tellement beau. Moi, j'adore ceux des méchants. Ceux des méchants, je trouve plus beau que les... Et puis, il y a aussi cet aspect, ils ont des épées, ils ont des haches, ils ont des armes qui semblent pas très conventionnelles, en fait, dans l'espace. Oui, c'est sûr, oui. Voilà, Il y a quelques... je crois que c'est l'an dernier, ils avaient ressorti, parce qu'il y avait tout un espèce de spin-off des films. Ils l'ont ressorti en film. Et c'était génial ici. Moi, je l'ai vu au ciné. J'ai eu la chance de le voir au cinéma. Et c'est un truc qu'on dit jamais assez, mais vraiment, le cinéma d'animation au cinéma, c'est quand même autre chose. Vraiment, vous prenez une claque dans la gueule par rapport. Bon, je sais qu'il y a eu des sorties un peu compliquées, notamment autour des films. Moi, je suis allé voir One Piece Red. Même dans un après-midi à Montpellier, il y a eu du bordel. Il y avait des gens qui faisaient la merde. Mais bon, le film One Piece Red n'est pas terrible. Mais c'est un autre histoire. Ça, c'est un autre débat. Mais ouais, très bonne surprise en tout cas que ce Gundam. Et c'est vrai que c'est tout un univers, quoi. C'est ça aussi qui est fou. C'est se dire que il y a des univers qu'on connaît pas encore, on n'a pas encore tout découvert. Et c'est ça qui est chouette dans la BD. C'est que on a beau en avoir lu beaucoup, il y a toujours une série qui existe depuis des années, qu'on n'a pas lu et qui est extraordinaire. Et du coup, ça, c'est top. Ils vont peut-être sortir Macross après. Je sais pas quel est leur... qu'est-ce qu'ils vont sortir après. Après, dans Gundam, il y a quand même... Je sais pas s'il y a plein de titres. Hein. S'ils continuent sur il y a un milliard de séries. Il y a de quoi faire. Hein. Même la dernière série actuelle, elle est trop bien. Hein. Witch from Mercury, elle est géniale. Hein. Vous avez l'occasion de la voir. Elle est sur Crunchyroll si vous voulez. D'accord. Du coup, je connais peu. Donc, du coup, moi, je commence cet univers. Pour une fois, c'est une fille. C'est une fille qui est l'héroïne. Et c'est très cool. Ok. Bah, c'est chouette, effectivement. Comme quoi, les franchises arrivent à se renouveler un petit peu quand même et à survivre. Pas obligé de faire Gundam, ils sont là depuis, tu disais 79, ils sont là depuis 79, il y a tout le temps des séries. Hein. Ah, c'est ça. Et ils ont fait de tout. Et tu as même des... il y a tout un pan de l'univers Gundam où c'est les Gundam Fighters, où c'est des mecs qui font des gunpla. Et en fait, c'est des gunpla animatronisés. Et en fait, ils se font des combats de genre Digimon ou Beyblade, mais avec des Gundam. Il y a tout un univers avec plein de séries autour de ça. J'avais joué à des jeux vidéo sur Super Famicom avec alors, du coup avec toutes les licences de robots, d'armures, etc. Et ouais, c'était assez marrant. Puis moi, c'est vrai que d'une certaine manière, il y a aussi cet aspect un peu Goldorak. Moi, Goldorak, ça me plaisait bien, et c'est vrai que je retrouve un petit peu, alors ça n'a rien à voir, hein, mais ce principe du pilote, du robot, etc., il y a quand même des similitudes, c'est intéressant aussi. Du coup, Goldorak et Gundam, c'est un petit peu la même année de sortie. Hein. C'est pas un robot, hein. Encore une fois, c'est une armure, même Goldorak, ce n'est pas un robot. Il y a un robot, il n'y a pas de pilote dedans. Il faut spécifier. Sinon, après, les gens sont... Il faut être précis. Est-ce que tu as des actualités, des choses qui vont arriver? Alors, on l'a dit, hein, Comics Discovery, tous les mardis. Tous les mardis à 21h sur Twitch, puis après en podcast et sur YouTube plus tard. Voilà. Le prochain review, c'est la Shin Zero de Guillaume Saint-Gelin et Mathieu Bablé. D'accord. Autour des Sentai. Ouais, trop bien. J'ai commencé à lire et c'est une tuerie. Si vous avez kiffé l'Ovaloka, vous allez kiffer. Et si vous n'avez pas kiffé l'Ovaloka, vous avez des goûts de merde. Parce que c'est vraiment l'Ovaloka, c'est trop bien. Il y a les We Have to Go Back. Parce qu'on n'a pas. J'ai commencé avec Lost et on a repris. On revoit Lost avec les gens dans une émission qui s'appelle We Have to Go Back, qui est en lien avec une série. Où on regarde un épisode par épisode et on l'analyse avec les gens. Donc ça va sortir. On a les livres de minuit, donc qui est notre pendant littérature. Il y a deux volets. Il y a un volet où on parle des lectures littérature qu'on a, et un volet où c'est pas moi qui gère, c'est Faye et Sophie, où on parle d'écriture. Elle parle de parce qu'elles écrivent toutes les deux et elles donnent des conseils et elles donnent des petits défis aux gens. Si vous avez une espèce de club d'écriture, du coup, un petit peu. Ouais, voilà.
D'ailleurs, je ne tease rien, je n'annonce rien, mais 2025, il va y avoir un truc énorme avec les livres de Mimi. Surveillez, on est en train de préparer un truc et j'espère que ça marchera. Vous verrez, ça va être cool. J'espère que ça fera plaisir à tout le monde. Et toujours les autres émissions. On est en train de discuter avec BD Discovery. On va faire bientôt. Voilà, ça va sortir tout. Sur le site internet jamesfay.fr, on va retrouver tout ce qu'on fait. Parce qu'il y a tous les podcasts, toutes les émissions, mais aussi des articles, il me semble, sur James. Ouais, il y a on a Mathieu qui nous écrit des articles des fois. Et moi, je me suis mis au dessin depuis août. Oui, aussi, ouais. Donc, si vous avez envie de suivre mes petites aventures en dessin, il y a mon Instagram, James Podcast. Je prends un plaisir ouf à ce que je disais à Julien sur Instagram. Toucher un peu du doigt ce médium qu'on aime tant, ça fait un bien fou de se dire je suis capable de faire ça et je suis en train de bosser. Je l'ai annoncé nulle part. Donc, tu as une exclusivité. Je suis en train de faire des petits strips. J'ai fait mes storyboards, donc je vais moi-même faire un peu de BD. C'est chouette. Donc ouais. J'espère pouvoir vous montrer ça sur Instagram et que vous kifferez. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre l'aventure. Très cool. Il y a des petits strips. Ouais, ça c'est. En plus, moi j'adore les strips parce que je trouve que c'est toujours un exercice qui paraît simple mais qui est en fait très compliqué. Ouais, c'est compliqué, ouais. Une histoire en très peu de cases. Mais ouais, du coup, je suis très curieux de voir ce que tu vas faire, ce que tu vas présenter. Et du coup. Je pars sur des petits trucs qui me sont arrivés dans la vie, des petites anecdotes marrantes, avec une petite réflexion un peu sur la vie. On va voir ce que ça donne. Mais j'ai toujours envie de faire de la BD, donc. Voilà. Donc là, c'est super parce que effectivement, c'est un petit peu, c'est un peu comme tout. Hein. Tant que tu te lances pas dans le grand bain d'une certaine manière, c'est compliqué et je trouve ça courageux parce que c'est pas simple. Ça demande du temps, ça demande plein de choses. En fait, on a toujours l'impression, on le voit, hein, que faire les choses, ça vient comme ça naturellement, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a du travail derrière, il y a du temps qui est passé et c'est toujours. J'ai commencé à prendre des cours de dessin. Tu vois des gamines de 12 ans, parce que c'est des cours tout public. Et tu vois des gamines de 12 ans qui font des trucs de malades. Tu te dis, mais merde, moi ça fait 6 mois maintenant, parce que c'est depuis août que je me suis mis à dessiner, où je dessine un peu tous les jours. Mais elles font des trucs de ouf. Tu te dis, putain, merde, mais moi, j'ai 38 ans, à mon pauvre niveau, je fais des petits bonhommes bâtons à la con. Ouais, mais après, c'est aussi ça qui est bien dans le 9e art, c'est que chacun a sa place. Ouais. C'est pas parce que tu dessines des bonhommes bâtons comme tu le dis que t'as pas ta place par rapport à des trucs qui sont hyper réalistes, hyper détaillés. En fait, les deux peuvent cohabiter et c'est ça qui est aussi génial, c'est que tout le monde peut trouver sa place et moi je trouve que dans les strips, du coup, avoir un style un peu plus cartoon, c'est hyper agréable et très très adéquat. Quelque chose de trop détaillé, ça marche pas, ça fait trop figé, alors que un style un peu plus cartoon, peut-être un peu plus simple entre guillemets, parce que ce qu'on dit simple en dessin, c'est jamais simple en fait, parce qu'il suffit que tu rates une proportion et ton dessin il est raté. Non, je trouve ça bravo, j'ai hâte de voir. Simpliste, c'est le plus dur à faire. Au début, je me suis dit, j'ai voulu recopier du Steven Universe ou du Adventure Time, donc ils ont des trucs avec un design très très simpliste. En fait, tu te rends compte que c'est des mecs qui ont tellement poncé l'anatomie et qui ont poncé l'académique, ils ont réussi à se débarrasser de tout ce qui est superflu pour arriver à l'essence même du cartoon. Ou même, je vais pas me comparer à cette personne parce que c'est un dieu. Je pense que c'est notre dieu à tous, Bill Watterson, qui a fait Kevin et Hobbes. Récit de dessiner du Kevin et Hobbes, c'est super simpliste. Oui. C'est du faux simpliste parce qu'il y a tellement de petits détails
Sur les Ouais. expressions, sur plein de choses, c'est... Ouais, non. Il y a toujours... Et relisez Calvin et Hobbes, hein, vraiment. Après, Calvin et Hobbes, ça fait partie pour moi des trucs qui m'ont un petit peu saoulé l'année dernière avec cette intégrale qui est bien trop chère. Ah. Mais bon, bien trop cher. Mais bon, ça Et va. tu vois, là, tu dis qu'on n'est pas trop vieux, c'est un truc qui, tu peux le filer à un gamin, il va rire, et tu vas le filer à quelqu'un de beaucoup plus vieux, et il va rire peut-être pas des mêmes trucs, et ça montre à quel point c'est un médium qui touche tout le monde, quoi. Et On est d'accord. Et en plus, quoi, Calvin et Hobbes, ça a au moins 20 ans. Et ça n'a pas vieilli. pas du tout. C'est extraordinaire. Ah, mais Watterson, c'est un génie. Ah, mais le strip, ouais, du coup, c'est un exercice qui est très compliqué, en fait, on se rend pas compte. Bien hâte d'avoir tes futures planches. N'hésitez pas à regarder mon Instagram. Je mettrai de toute manière tous les liens qu'il faut. Tu me donnes les liens que tu veux et je les mettrai en description parce que comme ça, vous pourrez piocher dans la description pour découvrir James et Effet Univers, tout ce que vous proposez et puis ton Instagram où tu proposeras tes futurs strips. Merci James. Merci pour ce moment passé ensemble où on a pu discuter du 9e art et de ce que ça représente pour nous et surtout montrer que on n'est jamais trop vieux pour apprécier les choses et que c'était super chouette. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.